Allez. Bon, bonjour, merci d'être venu au Débeauté, mais on vit au Débeauté depuis hier. L'entretien du chef de l'État dans le journal Le Parisien a créé une situation de crise parlementaire au minimum, hein. Si on ne veut pas employer trop de grands mots sur l'étendue de cette crise, au moins une crise parlementaire parce que euh, les propos sont considérés par pratiquement toutes les oppositions de manière publique, mais aussi par une partie des élus de la majorité comme inacceptables. Dans la forme, parce que, bon, on pourrait passer là-dessus, dans la forme, parce que la vulgarité dans ce domaine n'apporte rien à la force de l'idée, et qu'on n'attend pas trop ça d'une parole officielle. Ensuite, parce qu'il est apparu que c'était une erreur de calendrier pour le président de la République. Lorsqu'il a fait l'entretien avec le journal, il pensait que la loi serait votée dans la nuit. C'est donc de propos délibérés qu'en effet, ils avaient prévu, comme nous l'avait dit M. Véran, qu'on se réunirait toute la nuit et une partie de la matinée, ce qui est du sans précédent dans l'histoire parlementaire. Et donc, comme il intervient avant cet événement, c'est une forme de bras d'honneur au Parlement qui est quand même assez difficile à accepter, sans rien dire, sauf si vraiment on passait à autre chose, une sorte de monarchie constitutionnelle, où quelqu'un aurait comme ça tous les droits, tous les pouvoirs face à toutes les instances collectives, et en particulier devant le Parlement. Bon, après, il y a le résultat qui doit être apprécié dans le contexte. Le président de la République s'exprime dans une crise sanitaire à propos du moyen qu'il juge le plus efficace pour résoudre cette crise sanitaire. D'accord ? Dans son esprit, c'est d'obliger les gens à se vacciner, et ceci réglerait tous les problèmes, parce que pour le reste, il n'a rien prévu, il n'y a rien dans la loi qui soit de l'organisation d'une société qui fait face en commun à une pandémie, et par tous les moyens, et pas seulement par le moyen du vaccin, étant entendu ce que personne ne conteste aujourd'hui, hein, personne ne conteste ça, que le fait d'être vacciné n'empêche pas d'être contaminé et de contaminer les autres, voire même d'être vacciné avec un schéma vaccinal complet et en plus de tomber malade à cause du variant qui vient d'arriver. Donc tout le monde le sait, et on peut continuer à considérer que le vaccin abaisse le niveau de risque, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le risque collectif, lui, s'est pas abaissé. Alors, nous sommes dans ce contexte. Il fait une proposition, que je désapprouve, mais il fait une proposition, c'est d'obliger tout le monde à se vacciner. Mais pour autant, ce n'est pas une vaccination obligatoire. Donc nous sommes bien toujours dans le cadre où il s'agit de convaincre. Le moyen de l'action publique pour faire face à la pandémie, c'est de convaincre les gens de se vacciner. C'est la ligne de M. Macron, et d'ailleurs c'est la ligne de l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'il faut convaincre et non pas contraindre. Et là, tout d'un coup, au détour d'une interview, on apprend que la position politique de M. Macron, c'est de contraindre. Et pas seulement pas de contraindre par la force de la loi, au sens de il y a une vaccination qui est obligatoire et donc nous vous demandons tous de vous mettre en accord avec la loi, comme ça arrive pour certains vaccins, mais sous la forme de ce qu'il a appelé lui-même une stratégie de l'emmerdement maximum pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Et il annonce des punitions collectives. Vous ne pourrez plus aller au théâtre. Alors il dit je ne vais pas les mettre en prison. Déjà, c'est étrange comme phrase. Je ne vais pas les vacciner de force, donc il faut leur dire, à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au resto, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné. C'est-à-dire la punition collective qui mortifie les gens dans leur vie. Et vous vous souvenez que hier, dans le débat, ça a été quasiment considéré comme un événement, qu'on arrive à arracher une partie de la jeunesse aux interdictions auxquelles ils étaient abandonnés du fait qu'elles ne se trouveraient pas vaccinées. Voilà. Alors ça, c'est aggraver la crise, parce que si vous dites je suis là pour vous convaincre, écoutez-moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux comme ça, et que vous passez à et si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous aurez le droit de rien, vous n'aurez pas le droit de vivre, eh bien évidemment ça change
la situation et surtout, ça met la stratégie sanitaire dans l'impasse. Autrement dit, maintenant, il s'agit non pas d'être convaincu, mais d'obéir à un homme qui a décidé, comme selon ses propres termes, de vous emmerder. Alors, ne croyez pas que ce soit une petite affaire. Hier soir, vous avez vu que dans une confusion extrême, pour finir, la séance a été levée après que le président de séance ait fait passer 2 amendements dans des situations tout à fait incroyables, au milieu de la confusion, de la cohue, on ne savait plus à qui c'était le tour de parole, en vérité c'était le nôtre, 2 amendements en 3 heures. Bon. Il en reste 450. Alors à partir de là, les coulisses commencent à bruisser d'un éventuel recours au 49.3. Il faudrait pour ça, comme ça n'a pas été décidé au Conseil des ministres ce matin, il faudrait qu'il y ait à nouveau une convocation du Conseil des ministres. Je ne sais pas ce que vaut cette rumeur, mais maintenant on s'attend à tout, compte tenu de la situation de blocage dans laquelle on se trouve, si le gouvernement veut faire aboutir l'ensemble de la procédure parlementaire et la promulgation de la loi avant le 15 janvier, parce que c'est ce qu'il y a dans le texte, n'est-ce pas? Donc, le 15 janvier, c'est pas si loin que ça. Donc, si on tient compte du fait que le texte devrait sortir d'ici, aller au Sénat et revenir, vous voyez bien que tout ça, dans le délai du 15 janvier, ça commence à devenir un peu chaud, et on comprend donc, sans que pour autant la chose soit établie, je ne le souhaite pas, que la rumeur sur le 49.3 n'est pas absurde. Hein. Alors là, évidemment, on passera encore à une étape de bras de fer entre l'exécutif et le Parlement, qui serait en quelque sorte une signature de cette fin de mandat, de fait de violence, à nos yeux, et d'une forme d'antiparlementarisme qui finit par être assez pénible. En toute hypothèse, vous devez savoir que nous avons prévu un recours devant le Conseil constitutionnel et que nous avons commencé à réunir des signatures. Il ne nous en manque plus que 10 pour pouvoir faire ce recours. Et pour l'instant, il n'y a que 2 socialistes, je crois, qui ont signé le recours. Et il faudrait qu'il y en ait 10 et l'affaire serait entendue, il y aura un recours. Par conséquent, comme vous le savez, le recours est suspensif de la promulgation de la loi. Une nouvelle fois, ce n'est pas la date du 15 janvier qui paraît tenable dans ce délai. Alors maintenant, pour... bon, on va voir, je vais arrêter de parler. Bon, nous souhaitons que le Premier ministre vienne s'expliquer devant l'Assemblée. Je ne crois pas qu'il y ait un autre pays au monde où, après une affaire pareille, il ne se passe rien devant le Parlement, hein, qui est en train de discuter du texte de loi dont le président pense, au moment où il s'exprime, qu'elle est adoptée, et nous en révèle la signification, qui est le contraire de ce qu'il nous raconte depuis le début du débat parlementaire. Jusque dans un détail qui était le cœur de l'argumentation de M. Véran à plusieurs reprises, quand il disait « on ne trie pas les gens à l'hôpital », et le président de la République, lui, fait état du fait que si c'est le risque immédiat qu'on a devant nous, etc. etc. Voilà. Donc, dans n'importe quelle démocratie, on s'explique, le pouvoir exécutif doit s'expliquer devant le pouvoir parlementaire, et puis bon, quand même, c'est un minimum, c'est pas une humiliation qui est demandée à l'exécutif, c'est comme ça que fonctionnent toutes les démocraties dans tous les pays du monde, et dans ce pays aussi, ça a été le cas de manière assez tranquille, même si ça fait jamais plaisir à un exécutif d'être obligé d'aller s'expliquer devant l'Assemblée nationale quand une bévue a été commise, mais c'est comme ça. Bon, donc le Premier ministre doit venir et il doit nous expliquer la stratégie de l'emmerdement qui est dorénavant celle que le gouvernement se voit assigner par le président de la République. Voilà. Alors hier soir, on nous avait dit que le Premier ministre est là. Pour finir, non, pas de Premier ministre, ce qui m'a permis de continuer ma nuit pour ce qui me concerne. Mais bon, ça ne peut pas rester comme ça. Hein. Il va bien falloir qu'il vienne nous expliquer ça. Voilà. De notre côté, nous allons... Mathilde m'a dit tout à l'heure que c'est ce qu'elle comptait faire. Elle faisait le tour des parlementaires insoumis. Mathilde Panot, notre présidente de groupe, a l'intention de demander au gouvernement l'application de l'article 50-1, c'est-à-dire qu'à la demande d'un groupe parlementaire, le Premier ministre peut venir s'expliquer
Il y a un vote qui n'engage pas la responsabilité du gouvernement. Mieux vaudrait pour M. Castex, qui va peut-être m'entendre à ce moment, venir de bon cœur et tranquillement, plutôt que de devoir non seulement ne pas venir, mais en plus refuser à un parlementaire, à un groupe parlementaire, quelque chose qui est dans son droit statutaire, qui lui demandait de venir s'expliquer. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je veux souligner la gravité de ce qui se passe. Il arrive qu'une opinion habituée aux abus de pouvoir finisse par ne plus les distinguer. Ceci est un considérable abus de pouvoir dans le cadre des institutions de la Ve République, où la parole du chef de l'État a une importance que vous connaissez tous, puisqu'il est irresponsable au sens où personne ne peut le sanctionner par un vote ou quelque chose comme ça. Donc il reste que le Premier ministre qui peut aller au-devant de la représentation. Et moi je trouve que ça commence à faire beaucoup en peu de temps. La phrase qu'il avait faite sur les devoirs qui sont préalables au droit, je sais bien qu'on peut considérer que c'est de la pure philosophie politique, mais c'est le contraire du fondamental républicain qui dit l'inverse, qui dit nous avons des droits et le seul devoir qu'on a, c'est de respecter les droits des uns et des autres. Dire qu'on a des devoirs avant des droits, ben, ça revient par exemple à expliquer que si vous fumez, on ne voit pas pourquoi vous viendriez ensuite, si vous avez le cancer du poumon, vous plaindre et demander à la collectivité de vous soigner. Hein. Bon, je prends cet exemple parce qu'il est assez simple et surtout parce qu'il a déjà été utilisé par M. Tony Blair dans le passé, qui mettait en cause la responsabilité individuelle des fumeurs dans leurs maladies liées à la consommation de tabac. Ben là, on est dans la même logique, c'est le malade qui est responsable de la maladie, et c'est sur ce plan qu'est traitée l'obligation vaccinale, et c'est sur ce plan aussi qu'on voit toute la politique publique est imprégnée de cette idée, qui à notre avis, bon, vous n'avez pas besoin que je détaille, bon, on n'a plus rien à voir avec ce à quoi on croit d'habitude dans une république écrit partout, liberté, égalité, fraternité. Non, les droits seront et restent préalables et l'unique norme qui s'impose à la société. Voilà, on le remercie. J'en prie. Donc ce choix sémantique du président de la République, pour vous, c'est une faute politique et vous y voyez aussi une stratégie de la part du politique? Écoutez, franchement, depuis hier, je me demande ce qu'il veut. J'ai plutôt l'impression que il s'est mis tout seul dans une impasse. Une stratégie, qu'est-ce que ce serait de se présenter comme l'homme du parti de l'ordre, parce que l'ordre, ce serait la vaccination. Bon, c'est plutôt la pagaille. J'arrive pas à imaginer qu'il ait tenu aucun compte des conséquences de ce qu'il dirait, par exemple sur l'ensemble des populations des DOM et des TOM, où vous avez en Guadeloupe 30-35% de gens qui sont vaccinés. Un président de la République qui dit à 60% de la population « je vais vous emmerder jusqu'à ce que vous cédiez », c'est quand même... Et c'est comme ça que ça va être reçu, le message. Hein. Et c'est vrai dans d'autres endroits. Et nous savions tous, qui connaissons ces situations d'assez près, que ceux qui veulent convaincre de la nécessité de la vaccination sont dans une grande difficulté. C'est vraiment pas facile à faire. Hein. Donc là, maintenant, ça devient pratiquement faire un acte d'allégeance à M. Macron. Donc si c'est une stratégie, elle se fait au détriment de la crise sanitaire. Hein. Une faute politique, selon vous? Bon, en tout cas, c'est une faute républicaine majeure. Ça peut lui coûter cher pour la campagne? Ça peut lui coûter cher à Macron, selon vous? J'espère, moi, que dans 95 jours, il ne soit plus en état d'emmerder personne, mais ça, c'est la démocratie, hein, c'est les votes qui vont le décider. Je ne crois pas qu'en France, ça soit bien reçu de parler comme ça, comme chef de l'État, et ni non plus que quelqu'un se donne une espèce de rôle de père fouettard de la société, quelles que soient les opinions des gens, je dirais compris. Il ne faut pas croire que parce que quelqu'un est vacciné, du coup, c'est comme s'il avait adhéré à un parti.
hein, et que, bon, dorénavant, il applique toutes les consignes que donnerait le vaccinateur en chef, que serait le président de la République. Ça, je pense que lui, c'est ce qu'il voudrait. S'il y a une stratégie, oui, c'est celle-là. Ce qu'il avait dit une fois, c'est moi le camp de la raison, de la science et de tout ça. Bon, mais ça, c'est pipeau, ça n'existe pas. Les gens qui sont vaccinés se vaccinent pour des raisons sanitaires, pas pour des raisons idéologiques. Et ceux qui ne se vaccinent pas, il y a toutes sortes de gens parmi ceux qui ne se vaccinent pas. Il y a les gens qui sont idéologiquement opposés au vaccin. On a toujours connu en France certains groupes qui sont absolument opposés. En plus, depuis quelque temps, il y a un courant qui est par principe hostile au vaccin. Bon, ça existe. Il y a ça, mais ce n'est pas la totalité des gens qui ne se vaccinent pas. Il y a ceux qui ne peuvent pas se vacciner pour des raisons de santé. Et puis, il y a ceux qui sont éloignés de tout et qui n'ont pas eu leur tour pour les vaccins. Je ne veux pas faire de mauvais rapprochements, mais les gens qui vivent dans les déserts médicaux, pardon, eux, ils vont se faire bien emmerder, mais c'est déjà le cas. Hein. Je voudrais quand même observer qu'on a une espérance de vie de 2 ans et demi de moins dans les ruralités que dans les zones urbaines et périurbaines. Donc on voit bien qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent que simplement l'obéissance à M. Macron. Le vaccin n'est pas un parti pris politique. C'est un parti pris intellectuel, on pense que ça fonctionne, bon voilà, mais c'est pas un parti pris politique. Qui se vaccine ne devient pas macroniste. Mais lui voudrait que tous ceux qui sont vaccinés se transforment en macronistes. Ben non, désolé, je suis vacciné et puis je ne changerai pas d'avis. Est-ce que c'est un tournant pour la campagne présidentielle? Pardon, si vous pouviez enlever juste votre main, le temps de me poser. Est-ce que vous pensez que c'est un tournant pour la campagne présidentielle? Est-ce que ça veut dire que les Ah ben oui. vont se jouer là-dessus? Pas jouer là-dessus, c'est pas un jeu, je me réserve le droit de l'interpeller depuis quand on parle comme ça. Alors, pardon, mais moi on m'a cherché pouille parce que j'ai dit que j'étais la République. Ce qui est quand même plus honorable que d'annoncer qu'on a l'intention d'emmerder tout le monde, il me semble. Bon, je pense que dans la lutte politique, la lutte démocratique, sur quoi voulez-vous apprécier vous appréciez sur les mots, sur les idées, sur les propositions. Là, il en fait une. Il dit, moi, président de la République, tous ceux qui ne se vaccinent pas, je vais les emmerder. Ils n'iront pas au restaurant, ils n'iront pas au cinéma. Ils diront, ça compte dans la campagne. Et en ce sens, je ne sais pas si on peut appeler ça un tournant, mais en tout cas un palier, c'est certain. Et ça nous rappelle dans quel mépris il tient tout le monde. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il parle mal, mais au sens, si vous voulez, d'une façon de parler qui exprime quelque chose de profond en lui. Encore une fois, en faisant le rapprochement, quand moi je me mets à crier parce que je suis outré, indigné, la République c'est moi, parce que ça renvoie à tout mon imaginaire, l'idée que je me fais de ma place comme parlementaire, etc. Enfin, tout le monde a compris que c'était ça quoi, qui sortait. Mais le gars qui fait sortir, il y a les gens de rien, puis vous là-bas je vais vous emmerder, il exprime quelque chose d'un mépris pour les autres. Qui est quelque chose de prototypique chez lui, qui est le côté technocratique, j'ai raison contre tout le monde, et peu m'importe ce que pensent les autres, c'est comme ça qu'ils doivent faire et pas autrement. Bon, tout ça, ça fait partie aussi de la personnalité, ça fait partie du programme en quelque sorte. Hein. Alors après, on peut se tromper sur l'évaluation qu'on a de la personnalité de quelqu'un, mais on peut aussi, justement, n'avoir rien d'autre à mettre sur la table, et dire, écoutez, vous avez dit ça quand même, c'est énorme. Vous avez réellement l'intention d'emmerder 8 millions de personnes? C'est une ambition tout à fait considérable. Et juste avant une élection présidentielle, que les gens se tiennent pour dit. Après, s'ils sont masochistes, c'est eux que ça regarde. Hein. Il dit aussi au sujet de sa candidature, j'ai envie. Alors comment vous interprétez? Il y va... C'est très curieux comme phrase. C'est très curieux. Enfin bon, je ne vais pas faire de la psychologie à trop bon marché, mais... je ne crois pas que ce soit le sujet. On a envie ou pas, bien sûr, ça compte, mais enfin, ce n'est pas l'argument qu'on met en avant. Ou alors, si on le met en avant, on dit pourquoi. Mais quand on le ramène au désir, c'est quoi le désir sans amour? Hein? Bon, voilà, je fais des comparaisons pour qu'on puisse y réfléchir. J'ai envie, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on s'en fiche qu'il en ait envie ou pas. C'est pourquoi faire. Qu'est-ce qu'il estime nécessaire de faire et que seul lui peut faire?
Ou si c'est d'autres qui lui ont dit de le faire. Mais apparemment, non, il a l'intention de décider ça tout seul, il a le droit, il n'est pas le seul. Mais c'est vraiment une phrase, personnellement, que je trouve aussi très révélatrice d'une psychologie complètement égocentrée, un peu narcissique, disons. Hein. Mais bon, là, vous m'emmenez dans une psychologisation de la politique à laquelle je voudrais essayer de résister, mais on aime tous trop ça. Hein. Puis hier, est-ce que vous avez eu des échanges avec les autres groupes d'opposition? Et est-ce que là, vous êtes dans l'état d'esprit de ne pas reprendre les débats tant que vous n'avez pas eu une explication? L'état d'esprit, moi j'ai pas encore eu le temps de longuement discuter avec Mathilde. Hier, c'était pas mon tour dans la Noria, la première. J'ai de la chance, finalement, j'ai fait le bon choix. Je m'inscris dans la dernière partie. Et ça me joue en ma faveur, parce que ça fait déjà 2 fois que la deuxième partie n'a pas lieu. Donc je peux rester tranquillement. Mais bon, en fait, c'est pas tranquillement, parce qu'à distance, on est obligé de suivre pour savoir s'il faut tous venir ou pas. Mes camarades sont sur la ligne de ne pas reprendre tant que le Premier ministre n'est pas là, mais qu'est-ce que ça va donner? On ne va pas non plus... Alors je ne sais pas ce que Mathilde a prévu avec mes camarades. Moi ce matin j'étais en commission, elle aussi, on s'est parlé au téléphone rapidement. Ça c'est elle qui va nous dire une fois qu'elle aura fait le tour. Alors après c'est vrai qu'il y a de la coordination entre les oppositions, on s'en est jamais caché nous. Hein. On discute avec tout le monde du moment qu'il s'agit de faire valoir les droits du Parlement. Bon, nous avons félicité Madame Genevard, qui n'est pas de notre bord, qui a été la présidente qui a interrompu la séance hier soir, après avoir fait un compte assez rigoureux. On a été moins content de la présidence de Le Fur hier soir, parce qu'il avait l'air de perdre pied, et bon, qu'il ne respectait pas notre tour de parole. Mais bon, mais ça c'est pour ceux qui sont au perchoir. Mais après, entre les groupes, oui, ça discute beaucoup. Alors, évidemment, chaque groupe a ses contradictions, à part le nôtre, et les communistes aussi, puisque, bon, c'est 2 groupes qui sont homogènes. Les socialistes, c'est pas simple pour eux, parce qu'ils sont pris entre ceux qui sont pour la vaccination obligatoire et qui considèrent que le texte est une étape vers la vaccination obligatoire. Je pense que depuis hier, la situation a évolué à l'intérieur du groupe socialiste. Peut-être que maintenant, il y a une majorité de députés socialistes qui est pour voter contre le texte. Je crois. Donc on peut espérer trouver les 10 signatures qui nous manquent pour arriver jusqu'au Conseil constitutionnel. Et puis enfin, je dirais qu'après de tels événements, le point de vue du groupe socialiste peut se modifier dans le sens où ils auraient l'impression que M. Macron les a tellement forcés, tellement mis le dos au mur, qu'ils trouvent ça insupportable. Et que même s'ils étaient d'accord pour le pass vaccinal, ils ne peuvent pas accepter de cautionner une opération qui est vendue dans de telles conditions. Donc j'ai bon espoir que ça finisse par faire une majorité dans ce groupe. Après, à LR, c'est un secret pour personne que ça discute, même des fois le ton monte un peu, hein, puisqu'on arrive à entendre les éclats de voix, donc c'est pas une discussion feutrée. Mais pareil, c'est tellement violent. L'attitude du président de la République, là je crois qu'il s'est mis à dos à toutes sortes de gens qui ne peuvent plus voter son truc sans donner l'impression qu'il partage une ligne politique qui n'est pas du tout la leur. Les collègues qui sont de LR, j'ai pas l'impression que leur idée, ça soit d'empoisonner le monde dans le pays. Voilà, d'emmerder le monde, pardon, je ne sais plus comment parler maintenant. Qu'est-ce qui est dans le vocabulaire officiel ou pas? Donc je pense que sérieusement, le président de la République a dégradé considérablement le rapport de force qu'il avait au début de la procédure passe vaccinale. Bon, alors, à la fois parce que le débat n'a pas arrangé les choses, mais alors surtout la déclaration d'hier soir là, dans le Parisien. C'est pour ça que je parle au moins d'une crise parlementaire. Parce qu'on n'a pas commencé comme ça. C'est la première fois qu'on voit ça. On commence sur des bases. La situation, bon, évolue en cours de route, mais sans qu'on puisse vraiment, avant le vote, préciser où on en était. Hein. Moi, je vous dis que j'ai l'impression que ça bouge dans les rangs socialistes, mais je n'en suis pas sûr. Que ce que je peux entendre ici ou là, qu'on me dit des discussions internes. Mais là, par sa seule parole, il met toute une série de gens dans l'obligation de voter contre.
C'est mon rôle aussi, comme opposant, de faire vivre cette idée qu'il y a un Parlement qui parle, que les gens discutent, et pas simplement que le président de la République raconte ce qu'il veut, et tout le monde se met au garde à vous, ou fait semblant de ne pas avoir entendu. D'autres choses? Juste pour revenir sur l'analyse que vous faisiez. Pardon? Sur l'analyse que vous faisiez de la stratégie d'Emmanuel Macron, si on avait une, on peut penser du coup qu'il essaye de parler aux 90% de vaccinés et qu'il essaye de donner aux oppositions les 10% restants. Vous, comment est-ce que vous entendez C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas acceptable. Il parle aux 90% de vaccinés, je fais partie de ces 90%, et mon intention, elle doit aussi être respectée. Je ne me suis pas fait vacciner pour faire plaisir à M. Macron, ni pour adhérer à sa campagne. Donc, qu'il s'adresse aux 90% de vaccinés en rendant coupables les autres de la crise sanitaire, c'est surtout ça qu'il faut voir. C'est que ce message a pour vocation de dire, s'il y a une crise sanitaire et si nous sommes en danger, c'est à cause de ceux qui ne veulent pas se vacciner. Mais ceux qui ne se vaccinent pas se mettent surtout, eux, davantage en danger que les autres. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas eux qui sont responsables. De toute façon, le vaccin fait réduire le risque face à un certain type de virus. Mais depuis, il y a des mutations, et c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques internationales nous disent 90% de protection par rapport au premier virus qui circulait, 40% pour le variant, et encore moins pour Omicron. Donc, nous sommes dans une crise sanitaire, le vaccin est un des outils de combat, incontestablement. Mais c'est une raquette très trouée. Alors, il faut y faire face par d'autres moyens qu'on a expliqués. Si vous voulez, ce qui n'est pas... je suis d'accord avec l'importance de se poser la question que vous soulevez, parce que on voit bien comment le débat est installé par eux. Je l'ai vu dans la réponse que M. Véran m'a fait dans... moi, j'ai mis en cause sa politique, les moyens qu'il utilisait, etc. Lui fait une réponse sur la personne, en me tapant et en mettant en avant ce qu'il appelle des contradictions que j'aurais eues où il n'y en a pas eu. Ou en disant, et en fait, vous mettez les gens en danger. Non, s'il y a un groupe qui a fait depuis le départ des propositions de loi, vous savez que notre ligne au départ, vous aviez fait remarquer ça, là, les médias avaient dit, ah bah tiens, vous avez changé de ton, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que vous êtes parti pour faire l'union nationale au début de la crise sanitaire? Parce que notre idée, c'était que on était dans une crise sanitaire, ce qui allait se passer dans la population, c'est que les gens chercheraient à se serrer les coudes, et en effet, ils l'ont fait. Ils obéissaient assez strictement aux consignes qui étaient données, etc. Jusqu'à ce que la confusion des ordres et des contre-ordres, disqualifie la parole officielle. Et ça, si vous voulez, c'est très caractéristique d'une mentalité technocratique, purement technocratique. Il y a une solution, le technocrate la connaît, il vous dit de le faire, et c'est tout de suite et pas demain. Non, on ne gouverne pas les gens comme on administre les choses. C'est pour ça qu'il y a des gouvernements, c'est pour ça qu'il y a de la démocratie, c'est parce que les communautés humaines ne se manient pas au sifflet. Il faut toujours que l'autorité ait une légitimité. Alors, la légitimité qui lui est donnée par le vote, mais pas seulement. Alors, dans l'Ancien Régime, c'était Dieu. Dans la démocratie, ceux qui gouvernent, souvent mettent en avant l'argument du bon sens. Là, nous sommes ramenés à un argument de pure autorité et de disqualification des oppositions. Vous savez, il faut vraiment avoir les nerfs solides quand pendant toute une journée, on vous répète sur tous les tons que vous êtes responsable de la mort des gens qui meurent à cause du Covid parce que vous ne faites pas comme le gouvernement vous a dit de faire. Il crée une ambiance qui n'est pas celle d'une crise sanitaire. Bon, je sais, moi, que j'aurais mis en place un comité de suivi parlementaire. Pas leur truc, là-bas, où ils nous convoquent à intervalles réguliers à Matignon, et ensuite, comme personne ne sait ce qui s'y est dit, ils nous font endosser des responsabilités, la responsabilité de décisions qu'ils ont prises tout seuls. Moi, j'y suis allé une fois. Alors, outre qu'Édouard Philippe racontait des bobards, parce que je lui avais dit, dites donc, vous avez demandé aux cliniques privées, je lui ai dit, comment vous pouvez en douter? Tout le monde prend sa part. Même pas 20 jours après, le président de la Fédération des cliniques privées disait, mais qu'est-ce qui se passe? On ne nous demande rien. Bon, donc il mentait, puis surtout essayer de nous coller sur le dos la responsabilité qu'il avait prise de dire, on maintient les élections municipales. Vous vous rappelez, c'était le vendredi pour le dimanche.
Admettons, c'est une décision. Mais pourquoi dire, ah ben vous étiez tous d'accord? Parce que c'est pas vrai. Nous n'étions pas tous d'accord. Voilà. Alors, du coup, nous, on a décidé qu'on ne mettait plus les pieds dans ce genre de réunion, qui revenait à nous impliquer dans des décisions dont on avait discuté nulle part ailleurs, et notamment pas au Parlement. Moi, je sais que si je présidais le pays, ce que je dirais, le conseil que je donnerais au Premier ministre, qui dirige et conduit la politique de la nation, d'après la Constitution, c'est de constituer un comité de suivi parlementaire. Parce que ça marche quand on fait ça. Et ça peut être la commission des affaires sociales, mais on peut créer une commission spéciale, comme ça arrive à intervalles très réguliers. Et puis il y aurait comme ça un échange continuel sur les statistiques, les moyens à mettre en œuvre, les idées qui remontent du terrain. Bon, maintenant, je ne sais pas, vous avez vu cette histoire d'épurateurs d'air. Je la trouve incroyablement menée. Alors évidemment, chaque fois qu'un insoumis intervient, ou une insoumise, il remet les épurateurs d'air. Et tout ce que ça provoque, c'est en quelque sorte des ricanements, ou dire « Ah, les revoilà avec leurs épurateurs d'air ». Ah non, qu'on nous réponde, qu'on nous dise « Écoutez, ce que vous proposez ne sert à rien », ce qui n'est pas possible. Donc on en reste aux railleries et au sarcasme. C'est pas sérieux dans une situation comme celle qu'on connaît. Pas sérieux. Il y a les entreprises en France pour fabriquer les épurateurs d'air. Mais pour ça, il aurait fallu planifier. On peut encore planifier. Il dit « J'espère que ça sera la dernière vague ». Moi aussi, j'espère. Mais supposons que ça ne soit pas le cas. Et puis supposons qu'il y a une nouvelle pandémie, parce que des pandémies, il continuera à y en avoir, aussi longtemps qu'il y aura les élevages ultra concentrés que vous connaissez. Donc la décision de mettre en place des épurateurs d'air, ou d'avoir des stocks d'épurateurs d'air, c'est quelque chose de logique, qui prépare, qui planifie, qui organise. Mais quand nous, on leur a dit qu'il y aurait une deuxième vague, moi, ça est pareil, on s'est fait traiter de tous les noms. Mais moi, je ne suis pas virologue, j'en savais strictement rien. J'ai lu. Je me suis rapproché de virologues, j'aurais dit ça se passe comment d'habitude quand il y a une épidémie. Alors il y a plusieurs vagues, on voit très bien, voilà, les virus mutent, on apprend au passage tous autant qu'on est. Mais comment peut-on faire fonctionner une démocratie sinon que comme ça? On apprend au fur et à mesure, on s'intéresse à des sujets auxquels on n'avait pas pensé. Bon, alors il y a des métiers où vous êtes obligé de le faire, c'est le cas des médias, où vous êtes obligé de vous intéresser à 50 millions de trucs tout au long de l'année. Mais le citoyen qui veut faire son rôle, non, c'est pas son cas. Donc à intervalles réguliers, il y a des sujets nouveaux qui surgissent, il doit se renseigner, il doit apprécier. Donc si nous disons que les épurateurs d'air est une solution, permettez-moi de vous dire que je trouve ça plus rationnel que de mesurer le CO2 pour dire à partir d'une certaine quantité de concentration du CO2, on ouvre la fenêtre. Ou bien ouvrir les fenêtres toutes les heures, alors qu'on est dans un pays où ouvrir la fenêtre, c'est pas un acte neutre pour la santé, quand il fait très froid dehors. Bon, enfin, tout le monde sait ça. Eux, non, apparemment non. Alors, ils ne veulent pas en entendre parler. On ne sait pas pourquoi. Il y a, je crois, presque une centaine d'entreprises qui est capable de fabriquer un épurateur d'air. C'est pas un mécanisme très compliqué. C'est un rayon ultraviolet qui passe dans un tube et l'air qui passe, tout ce qui est vivant, il meurt. Bon, point. C'est pas très sophistiqué comme technique. Bon, moi, j'en ai pas ici, non. On en a acheté au siège de la campagne. Voilà, quand vous venez en conférence de presse au siège de campagne, il y a un épurateur d'air, on en a mis un autre sur le palier. C'est pas si compliqué que ça. Pourquoi veulent-ils pas le faire? On n'en sait rien. Pourquoi ils veulent pas organiser le roulement des heures de travail pour éviter que tout le monde soit sur les quais de gare en même temps? Qu'est-ce que ça coûte de faire ça, comme décision à prendre? C'est pas si compliqué non plus. Alors là, on est parti dans une situation où ils savent très bien ce qui leur pend au nez. C'est que comme le Omicron se diffuse beaucoup plus vite, on dit qu'il est moins dangereux. Enfin, il est quand même dangereux, il ne faut pas non plus croire que c'est inoffensif. Eh bien, ce qui peut se produire, c'est que partout, les choses arrêtent de fonctionner. Dans l'éducation nationale, il y a déjà une situation qui est très préoccupante. Très préoccupante. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Rappeler les retraités. Franchement, c'est ça l'idée. Rappeler les retraités pour remplacer ceux qui sont malades. Précisément, ce sont des personnes à risque. Tu parles d'une trouvaille. Bon, alors, je crois que tout ça, c'est pas planifié, c'est pas géré, c'est pas réfléchi, c'est là-bas comme je te pousse. Alors lundi, on apprend qu'il manque beaucoup de monde. Il n'y a pas moyen de le savoir avant. Dans l'éducation, on remplace les gens mercredi par le tout venant. Tout est fait à là-bas comme je te pousse. Mais, du coup, le risque est là. Vous l'avez vu comme moi, le système de l'économie globalisée a donné comme résultat la coupure des chaînes d'interdépendance, de production. Bon.
Et ça a commencé avec le fait que les marins étaient malades. Personne n'avait pensé à ça. Mais les marins tombant malades, ou les marins ayant fait leurs 11 mois de présence sur les bâtiments, quand ils veulent arrêter, parce que c'est leur droit, redescendre à terre, on leur dit vous ne descendez pas, et quand il s'agit de faire monter des gens sur le bateau, on leur dit vous n'avez pas le droit de sortir. Bon, donc ça a coupé les chaînes d'approvisionnement. C'est parti de la santé des marins, le point de départ. Après, il y en a d'autres. Pareil, il n'y a personne pour couper les arbres, donc il manque du bois. Il n'y a personne pour mettre en tas ceci, cela. Bref, les chaînes se sont coupées. Mais en France, à partir d'un certain taux de malades ou de gens cas contact dans les trains, par exemple, vous devinez d'avance le résultat. Ou dans l'aviation, etc. Par conséquent, ça mérite mieux que de se dire ben, on s'en fout du moment qu'on a dit à tout le monde de se vacciner, l'affaire est réglée. Ben non, l'affaire n'est pas réglée. Je ne sais pas si je suis convaincant, j'essaye. J'ai une dernière question parce qu'il y a un conseil de défense sanitaire aujourd'hui et l'état d'urgence a été décrété en Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Comment vous prenez cette... Bah, c'est pas vraiment une surprise. Hein, mais ils vont faire quoi là? Parce que quand je me trouvais en Guadeloupe, on avait atteint la date limite. Ils l'ont repoussé au 31 décembre. Et tous ceux qui n'étaient pas vaccinés dans le secteur de la santé, mis à pied. Et entre-temps, ils ont dit ben, ils peuvent avoir une rupture conventionnelle. Ce qui était vraiment une incitation à s'en aller. Hein, invraisemblable. Alors ça, c'était pour l'hôpital public. Mais au passage, quand j'étais en Guadeloupe, on m'a expliqué qu'il y avait 300 ou 400 personnels soignants libéraux, dire médecins de ville qui ne veulent pas se vacciner, infirmiers, etc., qui étaient eux aussi mis sur le côté. Donc la technique utilisée, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ont raison ou pas de ne pas se vacciner, mais je dis la décision publique aggrave brutalement la crise. Parce que quand vous enlevez 15% du personnel d'un hôpital, ça fonctionne moins bien, et puis après, ça ne fonctionne plus. Si vous enlevez toutes les personnes qui sont en état de faire des vaccins du droit d'approcher des patients, vous aggravez la situation. Par conséquent, dans les conditions actuelles, l'état d'urgence sanitaire aggrave la situation sur ces territoires. On a essayé de le dire, peut-être qu'on n'a pas été assez performant pour convaincre les autorités de bien comprendre la nature de la situation. Et les gens qui se comportent comme ça ne le font pas parce qu'ils sont irrationnels, absurdes, etc. C'est parce que, précisément, ils ne sont pas convaincus. Et ils ne sont pas convaincus parce qu'il y a des motifs qui circulent de ne pas se vacciner. Personnellement, j'ai passé un certain temps à discuter avec une cardiologue qui ne voulait pas se vacciner et qui m'a expliqué à Pointe-à-Pitre l'enchaînement qu'il y avait entre les maladies auxquelles le chlordécone donne plus facilement accès dans le corps d'une personne contaminée, c'est-à-dire des infections générales ou locales, parfois invisibles, et l'impact négatif de la superposition du vaccin là-dessus. Alors, sans être, moi je ne suis pas cardiologue, donc je suis incapable de vous dire, je ne suis pas capable d'apprécier, mais quand un cardiologue me dit ça, il me dit notamment que l'impact de ce type d'infection sur le cœur est tout à fait évident, bon, il dit quelque chose qui existe. Peut-être qu'elle ne l'a pas dit qu'à moi, et qu'il y a plein de gens qui se disent, mais si je me fais vacciner, je prends un risque. Bon. Aucun médecin ne vous dira qu'un vaccin est sans risque. Moi, j'en connais pas. Tous ceux à qui j'ai posé la question, y compris d'ardents vaccinateurs. Mais si vous voulez, la stratégie du dos au mur, c'est le pendant en matière sanitaire de la dictature en démocratie. C'est-à-dire, on pense toujours que, comme c'est une décision d'autorité, ça va être plus efficace. Hein, et ça conduit les gens à dire des choses de plus en plus extravagantes. Par exemple, tel professeur qui demande si les personnes qui ne sont pas vaccinées doivent être admises en réanimation. Alors, j'espère que c'est un moment d'égarement, quoi. Enfin, c'est invraisemblable de dire une chose pareille, d'abord parce que ça va contre le serment que font tous les soignants, et puis surtout parce que, alors là, pour le coup, on est 100% dans la logique les devoirs précèdent les droits. Vous voyez comment la solution d'autorité conduit sans cesse à des surenchères. C'est le propre de toutes les... je veux peser mes mots, parce que de tous les pouvoirs qui sortent du rail de la conviction et de la démocratie. Tous les jours, il faut trouver quelque chose de plus pour contraindre. Et là, bon, on a trouvé, le président de la République pensait avoir trouvé
la recette miracle, empêcher les Français d'aller au bistrot, au restaurant, au cinéma, enfin bon. Alors après, vous avez vu au patauge. Alors nous avons des jauges. Alors il y a des jauges pour les spectacles culturels. Alors on me dit, il faut appliquer ça à la politique. Mais pas du tout, je ne peux pas. Supposez que je veuille, ce qui n'est pas le cas. Je ne peux pas. Parce que quelqu'un vient, je vous ai déjà raconté cette histoire, on aurait droit à 2000. Arrive quelqu'un qui dit, je suis le 2001e. On dit, ah non, vous ne rentrez pas. Je lui dirais, pardon, vous n'avez aucun droit de faire ça. Parce que le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y a pas de jauge pour les manifestations politiques. Donc je n'ai pas le droit. Et on nous dit, vous devez demander le pass sanitaire. C'est interdit. Ce serait un abus de pouvoir. Vous voyez, c'est comme ça la vie des groupes humains. Vous n'aurez jamais rien de plus important et de plus fort que la conviction. Vous savez, les campagnes de vaccination dans notre pays, les premières campagnes de vaccination, elles procédaient par l'exemple. Hein. Louis XVI, il s'est fait lui-même vacciner de la variole. Hein. Il n'a pas dit tout le monde sera vacciné, vous ne pouvez pas, mais bon, mais on montrait l'exemple. Pour les Français, c'est comme ça, pour les convaincre de manger des patates, on a dit que c'était interdit d'en prendre. Donc évidemment, dès le lendemain, tout le monde en voulait. Bon, ça c'est l'épisode parmentier. Mais gouverner est un art. Alors là, je cite des méthodes un peu rustiques, hein, prises sous l'Ancien Régime, mais dans les sociétés démocratiques, avec des gens cultivés, qui ont été à l'école et tout ça, bon, il faut convaincre, voilà, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez faire autre chose, ben, faites autre chose. Faites dictateur, mais pas en France. On ne fait pas ça ici. C'est pas le genre de la maison. Sacré moment, hein. Merci à vous d'être venu comme ça, là. Je ne m'attendais pas à ça.